Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans Édition spéciale en direct sur Al24 News. C'est un dossier hautement stratégique pour le Liban que nous allons aborder ce soir. Les négociations pour définir une frontière maritime commune entre le Liban et Israël. Eh bien, après 2 ans de pourparlers en direct sous médiation américaine, les deux parties en guerre seraient plus que jamais proches d'un compromis. Un accord frontalier pour l'exploitation des gisements gaziers en Méditerranée serait sur le point d'être annoncé par les deux parties. On va dans ce débat tenter de décrypter les dessous de cette avancée, de ce que le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, qualifie d'étape importante. Les obstacles ont-ils réellement été levés? Est-ce une réelle victoire pour le Liban? On tentera d'y voir plus clair avec nos invités ce soir. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous le général à la retraite Hicham Jaber. Bonsoir. Bonsoir. Politologue expert en questions géostratégiques et sécuritaires. Merci d'être avec nous depuis Beyrouth. Maître Carole Saba est également notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Avocat au barreau de Paris, vous faites partie de la diaspora libanaise installée en France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Toujours depuis Paris, Michel Razel est aussi notre invité. Bonsoir. Oui, bonsoir Rim. Expert international en négociation, vous étiez consultant auprès de la délégation libanaise aux négociations de Nakoura. Et je commencerai d'ailleurs avec vous, Michel Razel. Jetons d'abord un coup d'œil sur cette carte des eaux territoriales où se trouvent les champs offshore de Karish et Rana afin de comprendre les tenants et les aboutissants de cet épineux dossier. On voit d'abord ces lignes qui déterminent les revendications des uns et des autres. Alors, brièvement, Michel Razel, on va en guise de rappel faire un petit historique de ces tracés et puis un commentaire sur ce qui a permis d'aboutir à cette avancée. Comme vous le voyez sur la carte, que je ne vois pas malheureusement, mais en tout état de cause, je l'ai par cœur. Donc vous avez la ligne 1 qui est la ligne qui a toujours été revendiquée par Israël. Puis ensuite, un peu plus au sud, il y a la ligne 23 qui est revendiquée par le Liban depuis 2011. Entre les deux, il y a la ligne off qui en 2012 a tenté de jouer le médiateur entre le Liban et Israël et a donné 55% au Liban et 45% à Israël. Et à juste titre, le Liban a rejeté cette offre. Et ensuite, il y a la ligne 29 que l'équipe de négociation libanaise et que l'armée libanaise considère, et jusqu'à aujourd'hui encore, même si on va le dire dans l'accord, c'est pas ça, que c'était la bonne ligne qui garantit non seulement les intérêts du Liban, mais qui s'appuie sur les bons critères objectifs, alors que la ligne 23 est une ligne totalement arbitraire qui ne s'appuie pas sur les critères objectifs du droit de la mer. Donc voilà les 4 éléments. Et il est vrai que quand le Liban, au niveau des négociations qui se sont ouvertes, les négociations indirectes qui se sont ouvertes à Nakoura en octobre 2020, a mis sur la table la ligne 29, évidemment Israël a menacé de rehausser vers le nord sa ligne 1 vers une ligne qu'on a appelée la 310. Voilà en gros l'historique de ces lignes et voilà. Et la négociation s'est jouée par rapport à ces 4 lignes. Alors, en prenant justement la revendication libanaise, donc à travers la ligne 29, donc est-ce qu'on peut parler d'une victoire, général Hicham Jaber? Non, pas du tout. C'est pas une victoire. C'est un accord rouge qui n'a pas déterminé les frontières maritimes. Il a partagé la fortune du gaz et du pétrole entre Israël et le Liban. Et le Liban a perdu beaucoup. C'est la couche politique qui a accepté la couche politique au Liban pour lui, qui a volé le Liban pendant des années. Il a signé. Il a accepté, il n'a pas signé encore, cet accord avec Israël. Il est louche. La plupart des Libanais, les experts sont contre. Il y avait des experts qui ont déterminé les droits du Liban. Il y a le docteur Aïssam Khalifi qui n'a pas été invité à la réunion. Il y a
le général Bassam Yassine, qui était le chef des Libanais qui a négocié à Nakoura, le dossier qui a préparé l'armée et qui a fait un travail acharné pendant 10 ans a été éliminé, mettait à part. La ligne 29, c'est le droit du Liban, et point à la ligne. Enfin, il n'a pas déterminé cet accord, les frontières maritimes. Il a donné un minimum au Liban. Et le Liban a perdu une grande, selon les experts, je ne suis pas expert, Oui. il a perdu beaucoup dans la région économique. Et après, on va voir la région économique sera partagée entre Chypre et Israël, et le Liban sera à part. Enfin, séparer les frontières terrestres des frontières maritimes, c'est une faute, à mon avis, parce que les frontières maritimes ont basé sur les frontières terrestres. Il y a le point B1 à Nakoura, Oui. qui définit les droits, enfin les frontières du Liban, pas terrestres seulement, mais maritimes, parce que à partir de B1, on peut tracer une ligne à la mer qui détermine sans discussion et sans faute les droits du Liban. Je ne veux pas rentrer dans des discussions, mais pourquoi ils ont mis à part le dossier de l'armée qui a, comme j'ai dit, ils ont fait un travail acharné pendant 10 ans, basé sur les lois maritimes, des documents anglais. Puis, ils sont venus avec cet accord et ils ont dit que c'est une victoire. Oui. Victoire pour eux, Oui. pas pour le Liban. Pourquoi? Parce que les Américains, ils ont des dossiers pour chaque politicien libanais. Ils ont menacé, ils ont les politiciens, le Troïka libanais, c'est enfin, les autres, ils ont intérêt chacun à faire plaisir aux Américains parce que les Américains peuvent menacer leurs intérêts, sanctions et ils ont chacun. Très bien, monsieur Hicham Jaber. On va continuer à recueillir les points de vue des uns et des autres sur cette avancée. Donc, on vient de l'écouter. Hicham Jaber considère qu'il ne s'agit pas d'une victoire. Les Américains ont fait pression sur les politiques libanais pour accepter cet accord. Carole Saba, on ne connaît pas les détails de l'accord. Les détails de l'accord restent confidentiels, mais il est basé sur un partage des revenus. Votre point de vue, votre commentaire sur, on va dire, cette étape? Ce que je dirais, je rejoins un peu ce que le général Jaber vient de dire, et votre premier invité, Michel, qui a bien posé aussi l'aspect technique, l'aspect juridique, parce qu'il faut quand même revenir au droit d'une certaine manière, alors que là, on est dans une forme de zone de non-droit, d'une certaine manière. On est dans une affaire, en fait, qui est vieille de 10 ans, cette négociation un peu indirecte, dans un accord de cadre, en fait, de négociation indirecte possible pour la délimitation des frontières maritimes entre le Liban et Israël, qui sont deux pays qui sont en belligérance, il ne faut pas l'oublier d'un point de vue juridique, et qui sont des deux pays qui ne se reconnaissent pas. Donc, comment on va délimiter les frontières maritimes entre deux pays qui ne se reconnaissent pas? Ça, c'est un. Deux, c'est une affaire qui est vieille de 10 ans, qui connaît aujourd'hui une accélération qui est très ambiguë. Cette accélération, pour moi, en fait, les dessous géopolitiques un peu de cette accélération s'analysent aussi par 4 crises, de 4 acteurs principaux de cette négociation indirecte. La première crise, c'est la crise politique, en fait, du système libanais qui est corrompu. La classe politique libanaise connaît depuis 3 ans une sorte de révolte et qui est complètement étouffée et dans laquelle, en fait, cette classe politique revient à chaque fois. Donc, il y a un intérêt à cette classe politique, d'une certaine manière, à s'accrocher un peu à un accord, quel que soit cet accord, parce que, en fait, cet accord lui donnera, notamment avec la fin du mandat du président de la République, et
il ne faut pas l'oublier, un gouvernement qui est un gouvernement en fait qui est en train qui est démissionnaire, qui est en train tout simplement en fait de conduire les affaires. Oui. Deuxième crise politique, c'est la crise politique israélienne, il ne faut pas l'oublier. Il y a un gouvernement israélien qui est menacé aujourd'hui par le retour de Bibi Netanyahou. Et Bibi Netanyahou, en fait, il est en train de menacer cet accord en disant c'est pas un accord, et il est en train de le combattre, de fustiger en fait Lapid. Qu'est-ce qu'il a dit Lapid par rapport à ça? Lapid, il essaie en fait le Premier ministre israélien, il a révélé quelques points parce que du côté libanais, c'est le général Jab, elle parle d'un accord louche. L'ambiguïté est la plus totale. Aucun détail n'a été donné ni au Parlement, oui, ni aux députés. Comment on va passer de 29 à 23 sans qu'il y ait un accord, parce que c'est un désistement de souveraineté maritime. Donc la crise israélienne aujourd'hui, elle est très très importante aussi, et ils vont au devant d'élections là-dessus. La troisième crise des États-Unis, il ne faut pas l'oublier. Joe Biden, il est aujourd'hui en fait en difficulté dans les midterm elections en fait qui vont avoir lieu en novembre, et il a besoin d'une sorte de breakthrough quelque part en fait au Moyen-Orient pour montrer que voilà, on a quelque chose qui est positif qu'on peut mettre sur la terre. La quatrième crise, c'est la crise du régime iranien. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'en fait, il y a pas mal d'autres considérations. Mais revenons sur l'accord. Du côté israélien, il y a eu des fuites qui sont importantes parce qu'en fait, Lapid est en train de répondre à Bibi Netanyahou en disant que premièrement, Israël a obtenu 100% de garanties sécuritaires. Point d'interrogation, ils ont obtenu ces garanties sécuritaires de la part de qui? Est-ce que le Hezbollah est d'accord en fait de donner garanties sécuritaires à Israël? Ça veut dire en fait stabilisation de cette frontière qui devient plus qu'une trêve, ça devient une sorte un peu d'accord indirect de paix qui est déclaré. Deuxièmement, il a parlé qu'on a obtenu 100% de Karish. Quand il dit qu'on a obtenu 100% de Karish, qu'il ne faut pas oublier, c'est le troisième puits le plus important de la Méditerranée. Et donc, en fait, il y a des sommes colossales. Et Karish est la propriété en grande partie du Liban à travers l'accord, la ligne 29. Quand il dit, le Premier ministre israélien, en fait, on a obtenu 100% de Karish, ça veut dire qu'implicitement, il est en train de reconnaître que c'était un droit du Liban, que le Liban l'a cédé. Troisième élément qu'a révélé aussi Lapid, il a dit il y a des participations non seulement sur, en fait, on a obtenu 100% de Karish, mais il y a des participations sur les revenus et les royalties, en fait, qui vont être prises sur Cannes, que le Liban aujourd'hui considère qu'il a obtenu, alors qu'on ne sait pas si on a aujourd'hui quelque chose d'important en fait dans Cannes, parce qu'il n'y a pas d'exploration qui ont été faites sérieusement là-dessus. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'éléments d'ambiguïté. Pourquoi le Liban s'engage dans un truc qui n'est pas très clair? Comme l'a dit le président, le général Jaber, le général Yassine, qui était le chef des négociateurs libanais, qui connaît très très bien le dossier, et l'armée libanaise considère, comme d'ailleurs Aïssam Khalif et tous les grands spécialistes internationaux et nationaux considèrent que la ligne 29, c'est la ligne en fait qui peut être revendiquée par le Liban. Or, le Liban a fait des erreurs. La première erreur en 2011, quand il a accepté implicitement en fait une sorte de reconnaissance de la ligne 23, de cette pseudo-ligne de 23 dans l'accord avec Chypre. Et deuxième erreur qui a été faite, c'est lorsque le président de la République et le gouvernement actuel n'ont pas envoyé un décret qui revendique le droit libanais au titre de la ligne 29 aux États-Unis, aux Nations Unies. Et à partir de là, on pouvait faire la négociation. Or, on n'a pas fait cela, ce qui veut dire qu'aujourd'hui qu'on a négocié la descente de la ligne 29 qui nous donnait une grande partie de Karish à une ligne 23 qui est aujourd'hui complètement hypothétique, qui nous donne quelque chose, en fait, c'est tout simplement c'est du sable dans le désert. Alors, la question se pose, si vous le permettez, à qui va profiter donc cet accord s'il devait être... à Israël. Oui, absolument. Israël, absolument. clairement. Je poserai d'ailleurs la question à monsieur, si vous le permettez, à monsieur Michel Ghazal. Si du côté libanais, vous le dites, vous êtes à l'unanimité, vous le dites, ce n'est pas une victoire. Pour la position, monsieur Carol Saba a parlé de la position israélienne également, où on l'a vu, la démission du principal négociateur israélien dans ce dossier. À qui va profiter donc réellement cet accord s'il devait être paraphé? Évidemment, tout le monde crie victoire, notamment d'abord au Liban. Les dirigeants libanais disent qu'ils ont tout obtenu. Maintenant, pour l'instant, il n'y a pas d'accord. Si vous permettez, il y a pour l'instant un projet d'accord. Un projet d'accord. Ce qu'il faut dire, pour un tout petit peu tempérer ce qui a été dit précédemment par Carol Saba et Hicham Jaber, que c'est la première fois qu'il y a une proposition écrite. On peut dire que c'est quelque chose de positif. Ça fait 10 ans que les négociations
dur, on n'a jamais eu quelque chose d'écrit. La deuxième chose, et c'est une évolution concrète, je ne dis pas que le Liban doit l'accepter, mais malheureusement peut-être qu'il est en train de l'accepter, c'est la deuxième fois, c'est la première fois que la position israélo-américaine, parce que c'est la même chose, on sort de la position de off. Jusqu'à présent, tout ce qu'on proposait au Liban, et ça je suis un peu au courant puisque j'étais proche de l'équipe de négociation dont Carol Saba a parlé, c'était off, off, off. On disait toujours off. On ne voulait pas en démordre de cette position. Oui. Et on peut dire qu'aujourd'hui, on est sorti de cette position puisqu'on donne la totalité, on va dire, de la zone comprise entre la ligne 1 et la ligne 23. Mais est-ce que c'est suffisant? Bien sûr que non. Comme l'a été tout à l'heure dit, le Liban pouvait revendiquer la ligne 29 et en lâchant, en cédant sur la ligne 29, on a cédé Karish sans aucune contrepartie. Ça, c'est la première chose. Mais il y a une deuxième chose très importante. Puisqu'on reste sur la ligne 23, or la ligne 23 est une ligne arbitraire qui ne s'appuie pas sur des critères objectifs. Et donc, nous créons ici un précédent très fâcheux par rapport aux futures négociations que le Liban doit mener, aussi bien avec la Syrie, qui, disons-le, a d'une certaine manière spolié le Liban de 750 km², puis également avec Chypre, sur les négociations qui ne sont pas encore signées. Ça, c'est une autre partie des négociations, Monsieur Razel, oui. Mais vous savez, si vous créez un précédent fâcheux, c'est-à-dire vous ne vous appuyez pas sur le droit international. Oui. Les Syrie, Chypre vont dire au Liban, pourquoi vous voulez appliquer le droit avec nous alors qu'à votre ennemi Israël, puisque Israël est considéré comme un pays ennemi, vous ne l'avez pas appliqué. Donc ça, c'est un vrai problème. Puis, on a parlé de l'armée libanaise. L'armée libanaise, aujourd'hui, elle a été complètement marginalisée dans cet accord. Enfin, dans ce projet d'accord. Il faut qu'on soit précis. Elle a été marginalisée complètement. Elle n'a plus son rôle. Et j'ai l'impression donc qu'ici, nous sommes en présence d'une situation où le court terme a été privilégié sur le long terme. Et dans le court terme, il y a tous ceux qui vont revendiquer la paternité de cet accord, donc notamment peut-être le président de la République et son parti, mais également le Hezbollah qui a son propre agenda. Hezbollah va dire quoi? Au Hezbollah, ils vont dire que grâce aux menaces que nous avons proférées à l'égard d'Israël, que nous allons taper le champ gazier de Karish, tant que le Liban n'a pas pu commencer à exploiter Cana, voilà, nous avons obtenu le résultat qu'il faut, et du coup, ils vont justifier la continuité de la présence de la résistance armée dans le sud du pays, enfin au Liban. Donc, je suis quasi certain que Hassan Nasrallah et le Hezbollah vont revendiquer eux aussi la victoire. Mais en réalité, qui est gagnant dans cet accord? Parce que dans toute négociation, il faut que les deux parties puissent dire qu'elle est gagnante. Oui, on évoque en tout cas... Ça a été dit tout à l'heure. Le Premier ministre israélien ne peut... il a dit que cet accord garantissait pour Israël et la sécurité et surtout sur le plan économique la possibilité d'avoir des débouchés vers l'Europe de ce champ de Karish. Mais il a également dit ce que les responsables libanais ne disent pas, que par rapport au sud de la ligne 23, le champ de Cana descend au sud de la ligne 23, qu'ils vont avoir des compensations négociées avec Total. Le problème, c'est la négociation avec Total peut durer des années. On va y revenir sur ces négociations avec le groupe Total qui détiendrait la licence libanaise pour développer Cana. Hicham Jaber, on a toujours, on va dire, évoqué dans ces négociations, on a dit que les autorités libanaises ou la partie libanaise a souvent été taxée de faiblesse. Est-ce que cette fois-ci, il y a eu du changement, à votre avis? Non, à mon avis, non. Enfin, je suis d'accord avec
Dr Val et Carol Sava, Oui. nous sommes tous d'accord, paraît-il, que le Liban n'est pas gagnant. Israël est gagnante. Pourquoi? Parce qu'Israël est pressé pour commencer à exporter le gaz vers l'Europe. Oui. Deuxièmement, tous les experts disent que le Liban a perdu. Deuxièmement, le Liban qui va négocier à Nakoura, parce qu'il faut négocier sur table. C'est un projet, comme il a dit Dr Azaz, comme a dit Saba. C'est un projet d'accord. Oui. D'accord, il faut aller, se mettre sur la table à Nakoura comme avant pour négocier et discuter les détails. Enfin, qui va aller à Nakoura, étant donné que l'armée a été écartée de ce dossier, c'est qui a vraiment été étrange. Deuxièmement, le Liban. Est-ce que le Liban est gagnant? Qui au Liban? Non, la couche politique est gagnante. Ils ont créé des compagnies fictives qui vaut rien pour négocier avec Total, avec les autres. Les compagnies fictives qui ont créé, il appartient à la couche politique. Il y a 5 compagnies dont le capital est $10 000 peut-être, créer ces compagnies pour négocier. 5 compagnies vont négocier. Chaque compagnie appartient à un politicien corrompu, comme on les connaît. Donc le Liban, si le Liban ou le Talibani a profité, il ne reste rien de ce minimum qui est le Liban gagné, sera parti à leur poche, des couches politiques. On n'a pas confiance en eux. Hezbollah qui a menacé Israël, il a dit on a gagné. Enfin, Hezbollah, malheureusement, il est complice avec la couche politique. Il a des alliés. On le connaît bien au Liban. Hezbollah n'a pas intérêt de séparer ses liens avec ses alliés ou enlever, enfin, ou avouer qu'ils sont corrompus. Corrompus, tout le Liban les connaît. Le Liban est petit et le Liban connaît tout le monde. Et ça fait 30 ans que le Liban souffre de cette couche politique. On n'a pas confiance. Le gagnant, ce n'est pas le Liban. Le Liban est perdu à long terme, à short terme aussi. Enfin, mais malheureusement, la mass media et la presse au Liban, elle est avec cet accord, parce que la mass media, elle est payée par des gens qui sont enterrés. On les connaît très bien. Moi, j'ai eu une interview à la télévision aujourd'hui. Enfin, je parlais en détail comment sauver le Liban. Finalement, s'ils font un accord et ils vont en accord, et qui va signer cet accord? En principe, le président de la République. Si on peut le faire avant le 30 octobre, le président est toujours là. S'il signe cet accord doit aller au Parlement pour être légal, voter sur ce. Enfin, ça va prendre aussi du temps. On ne sait pas si on va le faire au mois d'octobre. Deuxièmement, il y a cet accord par rapport à Israël n'est pas final. Comme on le dit, Lapid, il a fait un projet d'accord et on ne sait pas qui va venir après les élections, malgré qu'Israël est pressé de commencer. C'est ça. La question est louche en tout. Le Liban perd, à mon avis. C'est un scandale. Très bien. Carole Saba, votre point de vue sur justement les principaux bénéficiaires de ce projet d'accord dans un contexte difficile en Europe, la crise énergétique actuelle. On a vu le groupe Total également qui est pressenti pour exploiter ces gisements en Méditerranée. Bien sûr, c'est pour ça que j'ai dit au début de mon intervention en fait qu'il y a une accélération qui est louche, qui est ambiguë
de cet accord qui se négocie depuis 10 ans. Et j'ai évoqué les raisons en fait des crises politiques, je dirais des 4 régimes qui sont des 4 acteurs qui attendent sur le court terme, comme l'a dit d'ailleurs Michel Ghazal et le général Jaber, veulent obtenir un accord à n'importe quel prix. Mais qui est vraiment le vrai gagnant? Le vrai gagnant, c'est Israël. Pourquoi Israël? Parce qu'elle obtient en fait un gel, je dirais, de toute menace de la part du Hezbollah, puisqu'en fait, Lapid l'a dit, on a obtenu 100% de garantie sécuritaire. Ça veut dire le gel de toute attaque de la part du Hezbollah contre les installations de Karish. Et qu'est-ce qui se passe à Karish? Karish, ils sont dans un état très avancé d'extraction et ils arrivent aujourd'hui vers la commercialisation et ils vont commencer à pomper vers l'Europe, le gaz. Alors que Cannes, on est vraiment à des années-lumière. Si on veut déclencher le processus, à supposer qu'il y ait quelque chose dans Cannes, si on veut déclencher le processus, ça prendra des années pour pouvoir explorer, sortir, excaver en fait, voir s'il y a des quantités suffisantes, comment commercialiser, avec qui, etc. Et il ne faut pas oublier qu'il y a le consortium. À la tête de ce consortium, il y a Total. Je ne vais pas faire des procès d'intention, mais on dit que dans l'accord qui est signé par le gouvernement libanais, il y a il y a une possibilité pour Total d'arrêter en fait l'exploration à partir d'un certain moment. Donc on peut concevoir parfaitement à partir du moment où Lapid l'a dit qu'aujourd'hui ils ont une capacité de partager en fait des revenus de Cannes. Ça veut dire, et d'ailleurs le directeur général du ministère de l'énergie israélien était à Paris en négociation avec Total en dehors du gouvernement libanais, ce qui est complètement aberrant. Et donc ça veut dire qu'Israël pourrait à l'avenir torpiller toute possibilité d'extraction nouvelle dans Cannes, alors qu'on a dit que l'extraction dans Karish doit se faire au moment où il y a une extraction dans Cannes. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette équation. Le Hezbollah a mis cette équation. Il ne faut pas oublier, je peux le rappeler aussi, que la ligne 23, qui est une ligne fictive, comme l'a dit le général Jaber, qui est un spécialiste aussi, la ligne 23, c'est une ligne israélienne. C'est les Israéliens qui ont fait la promotion en fait de la ligne 23. C'est la revendication maximaliste de l'entité sioniste, oui. Et depuis tout temps, et cette revendication aujourd'hui, et ils ont réussi dans cet accord, parce qu'on ne l'a pas encore, je ne vais pas faire de procès d'intention, mais ce qu'on lit dans la presse, c'est qu'ils ont déplacé la ligne de départ en fait terrestre du point B1 de Nakoura 30 mètres beaucoup plus vers le nord. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on aura un impact aussi sur Cannes, sur les gisements de Cannes, mais aussi on a un impact sur la ligne, sur Nakoura, qui était en fait quelque chose qui n'était pas conflictuel. Aujourd'hui, on est en train de fragiliser la position terrestre de la délimitation des frontières avec Israël, et ça, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, je vais aussi rebondir sur les questions du précédent dont a évoqué Michel, et je pense qu'il a parfaitement raison. Aujourd'hui, la vraie question, et le général Jaber l'a évoqué, qui va signer cet accord? Le président de la République ne va certainement pas le signer parce qu'il dit que ce n'est pas l'article 52 de la Constitution. Or, on est en plein dans un traité. Et c'est un traité, même si on ne le nomme pas comme ça, parce qu'on ne veut pas considérer, parce qu'Israël est un pays qui est ennemi. Oui. Mais en réalité, c'est un traité. Donc l'article 52 impose au président de la République d'envoyer cet accord au gouvernement pour que le Parlement aussi le ratifie. Or, dans les coulisses de ce qu'on dit au Liban, et c'est très ambigu, on n'a pas eu une réponse là-dessus, il n'y aura pas tout cela, c'est-à-dire ça restera du côté libanais un accord ambigu qui ne va pas être vu ni par les députés ni par le Parlement. On aurait souhaité que l'intérêt du peuple libanais soit supérieur à tout cela. Le peuple libanais meurtri par une crise multidimensionnelle. Monsieur Michel Ghazal, en guise de dernier mot, vous vouliez réagir à ce qui a été dit? Oui, normalement, le président devrait pouvoir signer. Mais le Parlement a essayé, il n'y a pas très longtemps, c'était en juillet, d'amender la loi qui avait autorisé en 2011 le gouvernement de signer les accords au niveau des frontières maritimes. Et figurez-vous, et là je vais dire quelque chose que peut-être peu le savent, Dorothée Chia, l'ambassadrice des États-Unis, était sur les bancs du Parlement libanais. Et même le Hezbollah a voté contre cet amendement qui devait redonner au Parlement le pouvoir de signer les frontières maritimes. Donc, je suis désolé de le dire, non, pour l'instant, c'est le gouvernement et donc c'est le président de la République et ce sont les ministres des Travaux publics et les ministres de la Défense qui signent un changement du décret 6433 qui
viendrait donc remplacer le décret 6433 en prenant en compte les éléments de ce projet d'accord s'il est convenu entre les deux parties. Ça, c'est vraiment une question technique et juridique. Oui. Mais voilà, je voudrais apporter ça. Et puis, ce que Carole Saba vient de dire par rapport à la... Rapidement, s'il vous plaît. On arrive pratiquement à la fin de l'émission. Voilà. Allez-y, monsieur Michel Ghazal. En 10 secondes. C'est-à-dire que dans le projet actuel, malheureusement, il y a une reconnaissance d'une frontière à partir d'un point qui n'est pas Ras el-Nakoura, qui est le point des bouées qu'Israël a mis en place en l'an 2000 et qui donne exactement 6 kilomètres plus loin au niveau de la surface terrestre. Eh bien, merci à mes invités de nous avoir éclairés sur cette question épineuse qui concerne donc l'exploitation des gisements offshore en Méditerranée, la délimitation des frontières entre le Liban et Israël. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Al 24 News. Très bonne soirée.